Bonjour à tous, bienvenue sur les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibault Lemeilloux, directeur de la communication du comité interprofessionnel du vin de Champagne. Monsieur Meilloux, bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple pour commencer. Quel est le moral, l'état d'esprit des viticulteurs champenois aujourd'hui? C'est très mitigé. On a une tradition de se rappeler notre histoire longue et douloureuse d'une Champagne connaissant toutes les crises et en particulier la Première Guerre mondiale et tout ce qui s'en est suivi, y compris la Grande Dépression jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et la Champagne s'est toujours relevée de ces crises. Donc il y a un optimisme raisonnable, un petit peu par principe et par expérience, et sans doute que ça fait partie des moyens de garder le moral pour se donner la force de trouver des solutions innovantes pour passer la crise. Et puis évidemment, il y a le principe de réalité avec un effondrement des expéditions de champagne qui est estimé pour l'année à moins 30 ou 35%. Ça veut dire 100 millions de bouteilles à peu près qui resteront dans les caves au lieu d'être expédiées sur les marchés. Vous faites un comparatif grave, important. Vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale, de la crise de 29. À ce point, ça impacte une entreprise, j'ai envie de dire, comme le Champagne, pourtant qui, allez, on va pas se mentir, a les moyens, a les reins solides, non? Oui, et en même temps, l'arbre du succès collectif cache la forêt de cas individuels et particuliers. La Champagne, c'est 16 000 vignerons, dont à peu près un tiers manipule, c'est-à-dire élabore et commercialise son propre champagne. C'est plus de 300 maisons, c'est plus de 50 coopératives, c'est 30 000 emplois, directs et indirects. Donc, bien sûr, collectivement, c'est une force parce que le champagne, c'est le vin effervescent le mieux valorisé au monde et qu'il représente un tiers du chiffre d'affaires du vin en France à lui seul. Euh, mais en même temps, la réalité est là, c'est-à-dire que quand nos présidents osent faire une estimation à fin d'année, ce qu'on fait jamais d'habitude, des pronostics tablant sur moins 30, moins 35%, c'est à rapprocher de 1974 où la Champagne avait chuté de 15%, ou à Mhm. rapprocher de l'an 2000, ou à la suite d'un phénomène notamment de surstockage des marchés en prévision du réveillon de l'an 2000, la Champagne avait connu 22% de baisse. Donc là, si on est à 30 ou 35, on est largement au-delà de la crise de 74, de la crise du début des années 2000. Il y a des producteurs d'une très très grande diversité, certains qui ont les reins plus solides que d'autres. Il y a une grande diversité, donc le choc n'est pas le même pour tout le monde. Le choc n'est pas le même pour tout le monde, et puis surtout, ce choc par manque de demande arrive à un moment où la Champagne était parfaitement équipée, si j'ose dire, puisqu'on a eu des très belles récoltes plutôt abondantes ces derniers temps, et que le niveau de stock de la Champagne, le stock cible de la Champagne est entre 4 ans et demi et entre 3 ans et demi et 4 ans d'expédition, et on est à pas loin de 4 années d'expédition en stock, c'est-à-dire qu'on a 1,350 milliard bouteilles de Champagne en stock. Il est évident qu'une chute de la demande fait peser sur les opérateurs un risque financier lié au financement du stockage du champagne, qui est une mesure économique, mais bien sûr totalement qualitative. Donc il y a ce type de risque qui est tout à fait présent maintenant. Est-ce que cela veut dire que certaines maisons de champagne pourraient être en telle difficulté qu'elles puissent, le cas échéant, fermer dans le contexte que l'on connaît? Bien sûr que théoriquement c'est possible parce qu'il y a une telle diversité de types d'acteurs, de types de business models, de tailles d'acteurs, qu'on peut sûrement trouver certaines entreprises beaucoup plus en difficulté que d'autres. Imaginez juste un instant un opérateur qui serait spécialisé sur le champagne d'entrée de gamme en grande distribution. C'est dans ce canal et sur ce niveau de prix que le champagne recule et recule le plus fortement. Avec la loi Egalim, ça a accentué le mouvement et les vignerons et maisons de champagne demandent un renforcement de la loi Egalim. Donc il y a un créneau du marché qui est en train de disparaître par lui-même et aussi à marche forcée. Et puis, pour regarder du côté des entreprises elles-mêmes et pas du côté du marché cette fois, évidemment, le coût de la matière première, le coût de l'équipement quand il s'agit de cuverie et autres,
réduisent très largement les marges de manœuvre des entreprises en Champagne. Et encore une fois, le sujet de la trésorerie était fondamental enfin, dans la perspective de la prochaine vendange, puisque fin août, début septembre, on vendangera et donc les négociants, les coopératives auront besoin d'acheter le raisin pour la nouvelle production, ce qui nécessite, enfin, ce qui va arriver à un moment où les trésoreries des entreprises sont au plus bas. Donc il y a toutes ces demandes qui sont faites auprès du gouvernement, d'exonération de charges sociales, etc. C'est que le risque est réel. On a entendu justement le coup de gueule, j'ai envie de dire, hein, des viticulteurs en général qui disent effectivement, on n'est pas un peu oublié, mais enfin, il faut aussi qu'on pense à nous et qu'on fasse des choses concrètes. C'est une demande qui est là, hein, de votre part. Oui, oui, c'est une demande très claire et collectivement, on a exprimé auprès du gouvernement à la fois une demande de soutien dans l'échange qu'on a avec la Commission européenne sur la mise en place de mesures exceptionnelles de protection des marchés en cas de crise grave, ce qui est prévu par les textes européens. Et puis on demande aussi au gouvernement lui-même de renforcer la loi Egalim ou les contrôles sur la loi Egalim. Et bien entendu, le syndicat des vignerons, de son côté, et c'est tout à fait compréhensible, demande une exonération des charges sociales pour des entreprises qui auraient perdu non pas 80 mais 60% de leur chiffre d'affaires. Donc il y a un certain nombre de mesures économiques de soutien à la filière qui sont demandées, effectivement, parce que oui, vous l'avez dit, la Champagne est plutôt solide, plutôt forte, plutôt résiliente aussi. Toutefois, chaque crise a vu sa fin par l'adoption de mesures exceptionnelles ou d'innovations, qu'elles soient administratives, en production, etc. Donc la crise ne passe pas toute seule. Il faut quand même inventer les solutions pour en sortir. Alors, si on essaye de se projeter un petit peu à 6 mois, à 12 mois, comment entrevoyez-vous les choses et en quoi est-ce que le champagne en tant que tel va essayer peut-être de se bouger pour peut-être faire bouger les choses et faire en sorte que la profession s'en sorte correctement, j'ai envie de dire. D'abord, c'est plus difficile que jamais de faire des pronostics, puisque le champagne est exporté dans 190 pays, mais concrètement, presque la moitié, puisque ça chute progressivement, est consommé en France chaque année. Donc ça va dépendre à la fois de la demande française, est-ce que les Français se remettent à une consommation de champagne raisonnable, c'est-à-dire évidemment pas seulement le 31 décembre au soir, et deuxièmement, à quelle vitesse les différents marchés vont se réouvrir et quelle va être la dynamique de la demande. Donc ça fait un grand nombre de paramètres qui ne permettent pas de faire des pronostics, en tout cas raisonnablement. À vous Toutefois, écouter, c'est effectivement l'incertitude quasiment absolue, quoi. Trop de paramètres qui bougent et qui sont flottants. oui, en revanche, il y a quelques certitudes qui sont finalement le résultat de l'expérience de toutes les crises qu'a connues le Champagne. J'ai parlé plutôt des crises de la première moitié du XXe siècle. Évidemment, la deuxième moitié du XXe siècle, c'était des crises plus purement économiques, conjoncturelles, dont on voyait la sortie en 2, 3, 4, 5 ans. La question, ça va être la dynamique de sortie de crise. Et il y a des fondamentaux. Le fondamental, c'est que le champagne, n'étant pas pour tout le monde un bien de première nécessité, et évidemment parmi les produits abandonnés en premier en cas de crise, pour des raisons économiques, mais aussi parce que la consommation de champagne suit concrètement le moral des ménages, plus encore que leur pouvoir d'achat. Mais en sortie de crise, en général, il y a un rebond très rapide, justement parce que un consommateur frustré dans ses bonnes habitudes de consommation n'a qu'une envie, c'est de les retrouver à la fin d'une crise. Aujourd'hui, le sujet, c'est quelle va être la désirabilité de l'appellation champagne sur le marché et sur le marché des vins effervescents, pour être tout à fait concret, par rapport à des alternatives qui ne sont pas du champagne du tout, et qui sont parfois même pas des vins en méthode traditionnelle, mais qui ont beaucoup de succès parce que c'est des bulles qui coûtent pas cher et qui sont faciles à boire. Et on continue de travailler évidemment sur la désirabilité du champagne. Et il y a deux leviers majeurs de valorisation. D'abord la diversification des cuvées, puisque les consommateurs ont tendance à boire quasiment exclusivement du brut non millésimé. Et on se rend compte qu'un consommateur qui va essayer déguster d'autres qualités de champagne, blanc de blanc, millésimé, champagne rosé, en général devient fidèle à ces autres qualités et
c'est évidemment des qualités qui démultiplient la valeur par bouteille, puisque ce sont des vins qu'il est beaucoup plus complexe, plus long d'élaborer, qui se vendent plus cher concrètement. Et puis il y a un deuxième levier, et ça c'est vraiment fondamental de ne pas perdre de vue pendant la crise les idéologies et les stratégies long terme. C'est que ça fait 20 ans que la Champagne investit dans sa transition agroécologique et dans le développement durable. C'est évidemment pas le moment de laisser tomber, alors qu'on a drastiquement progressé sur ces points-là et qu'en sortie de crise, la demande des consommateurs pour des produits respectueux de leur environnement et qui ont fait une vraie démarche et qui présentent des véritables résultats, cette demande sera encore plus forte qu'avant. Donc, Ça peut être un axe de au-delà, communication de votre part, d'une certaine façon aussi, de promouvoir ce champagne agroécologiquement responsable quelque part. tout à fait. Donc, ça passe à la fois par la promotion finalement, de notre programme de développement durable qui est holistique, hein. Ça touche un plan R, un plan CO2, un plan biodiversité, qui est évidemment un sujet en grande partie lié au phytosanitaire. Et ce plan qui a été mis en place il y a 20 ans doit impérativement se poursuivre. En parallèle, en fait, la communication, ça consiste d'abord à renforcer l'éducation au vin de champagne auprès du trade et de nos influenceurs business to business, donc les sommeliers, cavistes, restaurateurs, etc., jusqu'aux acheteurs de la grande distribution. Donc on a lancé le MOOC du champagne, qui a déjà plus de 115 000 apprenants et qui est destiné essentiellement aux professionnels et futurs professionnels. Puis après, c'est évidemment faire comprendre au grand public, essentiellement par voie de relations médias et réseaux sociaux, que c'est pas de greenwashing et que c'est 20 ans d'investissement. Et je dis bien investissement parce que c'est un levier pour vendre le champagne, mais aussi pour faire comprendre que dans le prix d'une bouteille de champagne, il n'y a pas, comme on peut l'imaginer, surtout de la marge. Il y a énormément de contraintes de coûts d'élaboration, il y a énormément de faits à la main, et puis il y a bien sûr le coût de la transition écologique. Et ça, on sait que le consommateur est prêt à le payer, cette partie en tout cas. Le prix, justement, vous en parlez. Allez, on va pas se mentir, le champagne, ça reste quand même cher, même pour un champagne, non pas de bas de gamme, mais de premier prix. C'est un produit cher. Imaginez un champagne un peu moins cher pendant un temps donné pour accompagner, peut-être, comme vous le dites, cette reprise et cette donner envie de regoûter peut-être au champagne. C'est un truc invraisemblable, ça, ou après tout, ça peut s'envisager? Non, alors je me dois de rester sur la réserve parce que justement, les opérateurs ont des stratégies toutes différentes. Mais collectivement, il est affirmé de manière très claire que la baisse des prix et finalement l'écoulement des stocks par biais de promotion serait dévastateur et peut-être même suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, pour un champagne en grande distribution hyper écrasé, on va dire à 11 euros, d'abord, personne ne gagne sa vie, ni le distributeur, ni l'élaborateur, ni personne ne peut gagner sa vie à ce prix-là sur une bouteille de champagne dans laquelle il y a déjà quasiment 10 euros de raisin, avant même de Mhm. commencer à élaborer du vin, mettre une bouteille autour et ainsi de suite. Enfin, élaborer du vin dans la bouteille. Donc de toute façon, ce sont des prix illusoires. Les systèmes de cagnotage de la grande distribution ont permis de donner l'impression aux Français qu'on pouvait faire du champagne à 10 ou 11 euros. Ce n'est pas vrai, ou alors c'est vrai, mais personne ne vit, donc ça n'est pas durable. Premier point. Deuxièmement, on a demandé au gouvernement de renforcer la loi Egalim, donc de nous aider à sortir encore plus vite de ce créneau du marché. Pourquoi? Parce que si vous réussissez encore à trouver un champagne à 11 euros, vous faites une super affaire évidemment, parce que vous payez de la marge à personne et vous achetez un vin qui bénéficie de l'appellation champagne, qui a la qualité minimale de l'appellation champagne qui est déjà très élevée dans le monde des vins effervescents. Aucun vin effervescent au monde a un cahier des charges aussi rigoureux que le champagne. Et évidemment, ça implique des coûts. Mais le deuxième effet, c'est que si vous proposez un champagne à bas prix, vous proposez dans un même prix, vous laissez la possibilité à un consommateur de choisir entre l'entrée de gamme du champagne et le haut de gamme d'un autre vin effervescent. Et donc vous êtes en train de combler la distance qui sépare le champagne avec ses 300 ans d'histoire, son cahier des charges, sa méthode d'élaboration compliquée, ses investissements en R&D, ses investissements en développement durable, avec un vin qui est un produit de grande consommation, un autre vin qui est un produit de grande consommation, qui en général n'a pas la même méthode d'élaboration,
n'a pas les mêmes contraintes de production et de coûts. Et le paradoxe, c'est que le bon rapport qualité-prix, c'est le champagne dans ce cas-là. Or, on met à parité certaines bouteilles de champagne avec certaines bouteilles d'autres mousseux qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et ça, en termes psychologiques pour le consommateur, c'est la chose qu'on veut éviter également. Donc, Donc, je pense qu'il faut pas voir de guerre des prix à tout prix. pas de guerre des prix à tout prix, ou en tout cas pas de stratégie collective de déstockage, parce que ça ruinerait une dizaine d'années d'efforts de valorisation où on a privilégié la valorisation justement, mais il y a de la substance produite derrière bien sûr, hein, c'est de l'écologie et de la qualité. On a privilégié cela au développement des volumes. Cette année, on n'a plus du tout le choix, les volumes s'en vont. Donc il ne faut surtout pas lâcher sur ce qui fait encore un avantage concurrentiel essentiel pour le champagne par rapport aux autres vins mousseux en général. Pour terminer, un petit mot sur la saison 2020, le millésime 2020, évidemment, c'est encore bien trop tôt. Là, ça se présente comment? On voit que bah, le climat joue aussi, la sécheresse c'est là, est-ce que ça impacte? Voilà, comment sont les vignes en Champagne aujourd'hui? Ça ne préjugera pas de ce qui se passera avant les vendanges, mais à ce jour, ça se présente comment? Ça se présente superbement bien. Vous faites bien de préciser que ça ne préjuge pas du futur, puisque en Champagne, contrairement à beaucoup d'autres régions viticoles, on récolte un rendement commercialisable qui est défini en amont en fonction de la demande des marchés et de l'état des stocks. Et donc le rendement agronomique, ce que la vigne nous donne naturellement, c'est pas tout à fait un non-sujet évidemment, mais c'est moins important que le rendement agronomique, surtout en ce moment, puisqu'on est sur la discussion de ce rendement qui sera conclu le 22 juillet normalement. Mais le paradoxe, donc c'est à la fois réjouissant et un peu triste parce qu'on ne va pas vinifier tous les raisins qu'on aura à la vendange, mais ça c'est tous les ans comme ça en Champagne. On sélectionne le meilleur, ou bien on vinifie tout et ensuite on conserve les meilleurs vins à hauteur de l'appellation raisin qui a été décidée en amont. Ce Mais qui est une grande l'année, ce qui est, Ce qui est une grande pardon, chance, effectivement, de pouvoir se permettre de ne pas forcément tout vinifier. Oui, mais ça a aussi la conséquence que les vignerons doivent être capables de maîtriser leur rendement et passer ce cap psychologique de ne pas produire le plus possible, mais le mieux possible la quantité qu'il faut. Et quand ils produisent plus que ce qu'il faut, d'accepter de détruire une partie de la récolte finalement. C'est comme ça que ça se traduit au final. Mais c'est le prix de la qualité. En revanche, cette année, c'est à la fois merveilleux et un peu dommage parce que justement l'année viticole se présente de manière presque exceptionnelle, exceptionnelle en termes de date. Il n'est pas impossible que l'on batte encore cette année le record de précocité de la vendange. En 30 ans, les dates de vendange ont avancé de 18 jours en Champagne. Et il n'y a eu qu'une vendange qui a démarré en août dans l'histoire, c'était en 1822, jusqu'à 2011. Et puis entre 2011 et aujourd'hui, il y en a eu 6 autres. C'est-à-dire que sur les 7 vendanges d'août en Champagne, 6 ont eu lieu dans les 10 dernières années. Et vous avez parlé de sécheresse, on a la chance d'avoir un climat qui reste quand même relativement arrosé, qui peut être parfois caniculaire en été. L'année dernière, on a battu le record absolu de température pendant la canicule en Champagne, hein, 42,9 degrés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de stress hydrique dans les vignes. La fleur s'est déroulée de manière parfaite dans des conditions météo favorables. Et donc, il y a un potentiel de récolte qui, d'un point de vue volumétrique, sera suffisant. Ça ne devrait pas poser question. Et qui, qualitativement, s'annonce jusqu'ici, je touche du bois, on connaît les différents aléas qui peuvent encore se produire. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert du côté de la vigne, qui est magnifique. Sans compter qu'avec la progression rapide de l'enherbement, le vignoble est magnifique aussi puisque c'est tout vert. Thibault Lemeillou, merci. On va terminer sur cette note optimiste. Voilà, de belles vendanges, de belles fleurs sur les vignes. Et ça augure, on l'espère, du bon raisin et du bon champagne. Merci à vous d'être intervenu sur les clés de l'agriculture. Et puis, bah, je vous propose, on se retrouvera peut-être au moment des vendanges, hein, après tout, pour faire le point tout simplement de la situation en espérant que les choses évoluent positivement. Merci à vous. Bien volontiers, merci.